J'ai lu ce texte, à la page 100, j'ai appelé mon agent et je lui ai dit « je veux faire le film ». À la page 200, il me rappelle, il me dit « c'est pas la peine, arrête de lire, les droits sont vendus ». À la page 300, je le rappelle, je lui dis « mais ils sont vendus à qui ?» Il me dit « à la RAI », je lui dis « rappelle la RAI » à la page 400. Et à la page 500, je suis parti à Rome, le livre n'était toujours pas sorti en France, hein. Je suis parti à Rome et j'ai été voir le directeur de la RAI et je lui ai dit « alors attendez, qui est le metteur en scène? Vous avez acheté les droits, du nom de la rose. Qui est le metteur en scène? » Ah, il m'a dit, mais ça, c'est les problèmes. Nous ne savons pas qui. Je dis, alors vous ne savez pas, mais moi je sais, c'est moi. Après 30 millions d'exemplaires du livre vendus à travers le monde, le film Le Nom de la Rose, c'est surtout 5 années de travail, le plus gros budget d'une coproduction européenne, le plus grand décor extérieur construit en Europe depuis Cléopâtre, 17 moutures du scénario, 4 scénaristes, plus de 300 monastères visités. Mais le nom de la rose, c'est avant tout une expression utilisée au Moyen-Âge pour désigner la puissance du langage. Même si la rose est absente, même si elle n'a jamais existé, elle subsiste dans le langage. Tout commence lorsque paraît le volumineux roman d'un universitaire italien, Umberto Eco, professeur d'esthétique à l'université de Turin et directeur de l'Institut de la communication et du spectacle. Une brillante carrière universitaire ne laissait pourtant pas présager la renommée internationale et surtout la popularité qu'allait connaître Eco. J'étais avec Umberto Eco quand il a reçu les résultats de vente du week-end, du début du week-end en Allemagne. Je me souviens, sa femme décroche et elle dit 9000. Alors Umberto dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Mais c'est les résultats en Allemagne. Ah, 90 000. 900 000. Quoi? Et la nouvelle tombe, ils ont vendu pratiquement 1 million d'exemplaires en Allemagne les premiers jours. Et je me souviens, Renate, c'est le nom de la femme d'Umberto, raccroche le téléphone, elle se tourne vers la mienne et elle dit « trop de succès, trop de succès ». C'est dangereux le succès. Le Nom de la Rose, polar gothique savant écrit comme par jeu pour quelques intellectuels aimant le Moyen-Âge, la sémiotique et le grec, allait devenir un best-seller vendu à 30 millions d'exemplaires et traduit dans 24 langues. Je tombe dans Le Monde sur un article en provenance de la correspondance italienne qui expliquait qu'un curieux roman venait de sortir et qu'il éveillait beaucoup d'attention. Et je lis un peu plus loin, il était dit que l'intrigue tournait autour d'un livre en grec perdu dans le labyrinthe d'une bibliothèque faisant partie d'une abbaye médiévale. Alors là, je veux dire, je suis tombé à la renverse, parce que moi, je suis un passionné de grec. D'ailleurs, en venant dans ce lieu, je suis forcément passé devant la Sorbonne, où j'allais pendant l'IDEC, c'est-à-dire pendant l'école de cinéma. Je venais ici quasiment tous les jours pour continuer à faire du grec. Et j'étais passionné d'Aristote, d'ailleurs. Ensuite, j'ai eu une fascination d'enfance, c'était le Moyen-Âge et les abbayes médiévales. Je me souviens être venu ici au musée de Cluny avec ma mère quand j'avais 6 ans, puis je suis retourné, je venais tous les ans ici au musée de Cluny. Et j'ai été tellement intrigué par ce roman que j'ai tout de suite appelé mon agent, Armédia à Paris, et j'ai demandé si on pouvait s'il y avait déjà une traduction en français. On m'a dit que oui, que l'éditeur était Grasset, et Grasset a eu la gentillesse de m'envoyer le livre à l'état de traduction en photocopie, je me souviens. Et comme j'étais toujours dans les Caraïbes, j'ai demandé à mon vieil ami Alain Godard de lire le livre, pour moi, pour me dire si ça allait me plaire. Je me souviens, je l'ai rappelé 2 jours après, il m'a dit « je ne te dis qu'une chose, rentre tout de suite ». Je suis donc rentré tout de suite. Lorsqu'il se lance à l'été 1982 dans l'aventure du Nom de la Rose, Jean-Jacques Hano est surtout connu comme l'auteur de quelques 500 films publicitaires, de La Victoire en chantant, presque inconnu en France, mais Oscar du meilleur film étranger à Hollywood, et enfin Coup de tête au scénario signé Francis Weber.
comment ce bouquin peut réunir autant de mes passions, c'est pas possible. C'est pour ça qu'à l'époque, j'avais travaillé sur l'ours, j'avais fait le storyboard de l'ours, le scénario était prêt, j'ai tout arrêté. Parce que là, il y avait une rencontre, je crois que jamais depuis j'ai eu une rencontre pareille avec un texte. Tout me plaisait. J'ai toujours aimé, adoré l'histoire. Là, j'étais obligé de plonger dans l'histoire. Le Moyen-Âge était vraiment une de mes... une fantaisie d'enfant. J'aimais il y avait quelque chose de très romantique dans le Moyen-Âge, dans les ruines aussi. Et puis moi qui suis totalement laïque, la vie religieuse me fascinait. J'avais envie de comprendre le fonctionnement des monastères. Enfin bon, il y avait tellement de choses là qui me fascinaient que j'étais prêt à tout arrêter, à ne pas prendre de salaire, à tout simplement vivre ma passion et plonger à l'intérieur de ce livre. C'est décidé. Jean-Jacques Hannot met de côté le scénario de l'ours et commence à décortiquer Le nom de la rose avec l'aide d'Alain Godard. Sur un bouquin comme ça, dont le charme vient de l'enchevêtrement incroyable des différentes couches, ce qui m'a passionné, c'est qu'évidemment, Umberto a fait son roman avec beaucoup de malice. C'est un roman à tiroir, un roman à miroir, où il entremêle un socle totalement populaire de roman de gare de Boudonite, hein, qui a fait le coup. Donc on tourne les pages pour essayer de savoir qui a fait le coup. Mais tout ça, évidemment, est masqué par un des débats qui a ébranlé la chrétienté à l'époque entre la tendance franciscaine et la tendance bénédictine, c'est-à-dire grosso modo entre les communistes et les socialistes et les capitalistes. C'est un débat éternel, hein, le partage de la richesse. A-t-on le droit d'être l'apôtre du Christ et d'accumuler les biens, même si c'est au nom de Dieu? Enfin bon, toutes ces choses-là sont extrêmement intéressantes. C'est un débat éternel et qui était tout à fait fascinant et qui prend à peu près le même nombre de pages. Il y avait aussi évidemment le débat sur la culture interdite, sur le savoir interdit, et c'est pourquoi le film ainsi que le livre d'ailleurs ont fait des triomphes dans les pays communistes à l'époque, parce que c'était une occasion de dénoncer cette interdiction de l'accès au savoir. Et puis, il y avait évidemment ce merveilleux discours sur le danger du rire, qui est une des choses qui m'a beaucoup motivé. Premier document de travail, le roman de 550 pages se retrouve découpé dans un dépouillement analytique d'environ 150 pages, avec en annexe la liste des personnages et leurs caractéristiques principales. Avant de se lancer dans l'écriture même du scénario, il faut hiérarchiser ses priorités et trouver un angle d'attaque. L'indiscutable intérêt du roman pour Hannot est de mêler une intrigue très forte, de style policier, à une parabole magnifique sur la diffusion du savoir. Quand je me suis donc passionné pour Le nom de la rose, je me suis bien aperçu qu'il fallait que je comprenne profondément le fonctionnement du polar. Et pour ça, je me suis mis à lire des polars, parce que ce n'était pas tellement mon truc. Et j'ai surtout décortiqué les interviews d'Hitchcock. En particulier, évidemment, la merveilleuse interview que Truffaut a sortie en livre. C'est un chef-d'œuvre, hein, ce bouquin, c'est complètement magnifique. Et je me suis mis évidemment à regarder un nombre considérable de films, mais dans la perspective d'en comprendre de l'intérieur la structure des rebondissements, la structure des indices. Au début de l'écriture, le parti est simple. Hannot veut, à travers ce film à la Hitchcock, retrouver l'atmosphère mystique, terrifiée et exaltée de l'époque, cette fameuse crainte de Dieu. Faire revivre l'époque, ses fanatismes, ses fantasmes, ses frustrations et ses passions frénétiques. Pour y arriver, il faudra plus d'1 an d'écriture. Mais si vous voulez, sur un livre aussi compliqué, aussi fascinant et foisonnant, c'est normal de passer une année à filtrer, à récupérer des éléments qui sont passés à travers, qui sont allés en dehors. Et puis ce qui est très compliqué, c'est de garder l'intérêt de la trame policière sans perdre l'autre matière du film qui est le débat. Les débats à la fois de l'époque, mais qui nourrissent eux-mêmes l'intrigue policière. C'est ça qui est très important. Il ne faut pas que le débat soit complètement à part, mais il faut qu'ils viennent nourrir et donner des éléments à cette enquête. Donc si vous voulez, ce film était un exemple de casse-tête. D'ailleurs, beaucoup de gens
avait décrété que je n'y arriverais jamais, y compris mon charmant coproducteur français Mnouchkine, qui me disait, à chaque fois qu'il me rencontrait sur les Champs-Élysées, il me faisait « Mais vous êtes complètement fou !» Il ne savait pas qu'il allait finalement être le coproducteur du film et gagner pas mal de sous avec. Une question se pose alors. Umberto Eco participera-t-il à l'écriture du scénario? Mon rapport avec Umberto Eco est, je crois, alors un modèle de bonheur entre un cinéaste et un romancier. Son discours est très simple, c'est de dire, moi, mon œuvre, c'est un roman. Ça fait partie du domaine de la littérature, et moi je l'ai fini, mon roman. Alors après, ça peut être une comédie musicale, une sculpture, un opéra, une bande dessinée, c'est autre chose. Et il me disait, toi, c'est ton film, et moi, c'est mon livre. Et je me souviens, l'année où j'ai entrepris l'écriture, il m'a passé un coup de fil formidable à 0 heure, le 1er de l'an, en me disant, cette année a été l'année de mon succès, que cette année soit l'année de ton succès. Et il m'a toujours dit, je ne veux pas intervenir, parce que ce qui m'intéresse, c'est ta relecture de mon travail, et je suis curieux de voir ce que tu vas en faire. Parce que c'est un homme d'une incroyable curiosité intellectuelle, et il ne confond pas les choses. Il n'a pas écrit un scénario, lui, il a écrit un roman, qui est donc fait pour travailler dans l'imaginaire, pour travailler à partir de concepts, que quand il dit le vieillard s'est assis sur la chaise. Mais moi, je suis obligé de la montrer, la chaise. Il ne la décrit pas, la chaise. Est-elle sculptée ou est-elle au contraire d'une très grande sobriété? A-t-il une barbe, ce vieillard, ou n'en a-t-il pas? Est-il chaussé ou est-il pieds nus, comme on devait l'être quand on était franciscain à l'époque? Tout ça, il ne le dit pas. Moi, je suis obligé de le dire. Donc, si vous voulez, le mécanisme n'est plus le même. Et là, il le sait très bien, c'est-à-dire qu'il a donc décidé de ne pas intervenir du tout. C'est donc Alain Godard qui s'attelle au premier scénario. On a la structure, mais une structure qui est en 500 pages, donc il faut faire maigrir la structure policière, en garder les rameaux essentiels, et greffer sur ces rameaux essentiels le discours, les différents discours à différents niveaux. Alors ça, évidemment, c'est à la fois passionnant et extrêmement compliqué. C'est pourquoi nous avons fait 9 versions de scénario avec Alain Godard, et qu'au bout de la 9e, quand il est revenu le surlendemain en me disant « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» Je lui ai dit « On n'y est pas encore, on recommence ». Il s'est effondré dans mon bureau, à genoux, et il a dit « Mon Dieu, cela ne finira-t-il donc jamais ?» qui était une des phrases d'Hubertin de Cazals dans Le nom de la rose. Il faut donc rechercher de nouveaux collaborateurs. Pour trouver une charpente musclée au niveau de la trame policière, Hannaux pense se tourner vers les artisans du polar et du suspense. Il faut éviter de trouver un scénariste qui risquerait de se laisser fasciner par la complexité historico-culturelle. Il rencontrera une trentaine de scénaristes, parmi lesquels David Newman, Peter Fibelman, Alvin Sargent, David Mamet. Le nom de la rose va encore en épuiser 3. J'ai fait la 10 et la 11 avec Brasch, et Brasch a amené véritablement, il a retrouvé dans le scénario la structure principale, mais il a amené le corps des personnages, le sang des personnages. Brasch est quelqu'un d'admirable et c'est un très très grand collaborateur, donc il a été très essentiel. Alain a été très essentiel, Alain Godard très essentiel pour défricher cette énorme masse de travail, cette énorme masse romanesque, et Brasch a amené la chaleur, la bizarrerie, la cocasserie, ça, il s'est beaucoup identifié à ça, puis c'était ce que j'avais envie de faire aussi. Hein. Moi, j'étais très inspiré par, même si les peintures sont postérieures, mais par Bosch, mais plus encore par Bosch, par Bruegel. Hein. Si on regarde avec attention les visages de Bruegel, c'est magnifique. Bosch, c'est complètement imaginaire et diabolique, tandis que Bruegel, c'est tout simplement ironique et attendri d'ailleurs pour ses faciès de buveurs de bière ou de buveurs de vin.
Donc, après, ce qui s'est passé avec Brache, c'est qu'on avait un très joli scénario, mais qui était trop long. Et après, nous sommes passés en langue anglaise, puisque ça, c'était une des exigences d'Umberto Eco, de faire le film en langue anglaise, ce qu'il appelle, lui, le latin du XXe siècle, ou du XXIe. Donc, il était indispensable pour lui que ce film soit tourné dans le latin du jour. Donc, je suis passé en version anglaise avec un garçon tout à fait charmant, intelligent, qui s'appelle Howard Franklin. J'ai fait une version avec lui. Ensuite, comme le film s'est tourné en Allemagne et que mon producteur voulait quand même avoir le sentiment qu'il avait participé à la création, nous avons choisi ensemble Andrew Birkin, avec lequel j'ai fait encore 2 versions, donc la 13, la 14 et la 15. Dans la 15, je l'ai fini à Rome. Et finalement, j'ai tourné la 17. Là, je les ai épuisés tous et j'ai fini tout seul. En parallèle, il faut lancer la production, ce qui permettra à ce scénario de se matérialiser. On est à l'aube de la production du film. Puis je suis inquiet de ne pas trouver les acteurs qu'il faut et inquiet de ne pas trouver le lieu qu'il faut. Et après, inquiet de ne pas pouvoir financer le film. Une fois que j'ai compris que je ne pourrais pas tourner dans un monastère, que je le fasse, et que ce que je vois, c'est gigantesque, je sais bien que ça va coûter des sous, et je me dis, mais comment je vais trouver des sous ? Comment? Alors là, il faut que je parte, je fais la tournée à Rome, à Tokyo, à Madrid, à Londres, à Paris des fois, et puis à Los Angeles, pour voir s'il n'y a pas des fous furieux qui voudraient mettre des sous sur mon caprice. La pré-production, elle est comme toujours avec moi, elle commence avant l'écriture quasiment, parce que j'ai besoin de me nourrir de connaissances afin d'écrire, parce que si vous vous contentez de plaquer vos connaissances contemporaines sur une époque différente, vous passez à côté de beaucoup d'éléments qui vont faire la singularité de ce que vous allez montrer plus tard. Donc il y a un travail là qui doit se faire graduellement, et c'est d'ailleurs une des difficultés que j'ai eues au cours de ma vie, c'est de faire financer ces périodes d'écriture et ces périodes de recherche où il n'y a pas encore un film. Alors les gens, eux, ils ne veulent pas mettre de 2000 € sur un voyage, sur des recherches. Oh, il veut aller à l'abbaye de Cluny, il va aller, et puis il veut aller aussi au Toronnet. Combien ça coûte? Oh non, c'est trop cher. Alors qu'après, attendez, on envoie un assistant de production, pas en première, mais en business, on va aller porter une copie à Los Angeles. Là, une fois que le film est parti, ça devient la folie. Et pour faire voyager les assistants en business, il fallait trouver un producteur, car le cinéma, c'est aussi une affaire de beaucoup de sous. La recherche n'allait pas être de tout repos. Je vis dans le rêve et l'imaginaire pendant la période d'écriture. Rien ne coûte. D'écrire le château avait 3 tours, ou le château avait 2000 tours, ça coûte pareil. Mais 2000 tours, wow, c'est les 1001 nuits. Hein. Donc moi, je me laisse embarquer à l'écriture, mais complètement embarqué. Je ne suis pas du tout metteur en scène quand je suis en écriture. En tout cas, je ne le crois pas. Je suis à l'écoute de quelque chose qui va me faire rêver, d'images. Dans image, il y a le mot, il y a imaginaire, hein, imagination. Donc je m'embarque dans ce que je vois, puis un jour, le scénario est à peu près fini, on le chiffre, et là je tombe à la renverse. Je me dis, mais c'est pas possible, ça coûte tout ça. Ah oui, bien sûr, moi, la bibliothèque, je voyais cette grande tour avec un énorme enchevêtrement à l'intérieur de pièces et d'escaliers. Tout ça, ça a un coût, et ce coût est hallucinant. Le producteur du Nom de la Rose, Gérard Lebovici, est retrouvé assassiné. Alexandre Mnouchkine, producteur sur le point de prendre sa retraite, hérite du projet.
Le budget effrayait Mnouchkine. J'ai une infinie tendresse pour Alexandre. J'ai adoré ce personnage, j'ai adoré sa compagnie. Et il me disait toujours avec beaucoup de gentillesse, il me disait « Mais je suis trop vieux, mon pauvre ami, je suis beaucoup trop vieux. Peut-être il y a 20 ans, peut-être. » Parce que c'était quand même pas tellement le genre de cinéma qu'il aimait, le genre de film qu'il aimait. Et il me disait « Non, je suis trop vieux pour me lancer dans une entreprise pareille, écoutez, c'est trop. » Et un jour, je me souviens, un lundi matin, j'ai un appel à la maison de campagne, il me dit « Tu sais quoi, tes distributeurs allemands, qui étaient les gens qui avaient distribué La Guerre du Feu, adorent le film et je crois qu'avec eux, on va pouvoir se lancer parce qu'ils offrent une somme très considérable. » Je ne sais plus quelle somme c'était. Et il me dit « Viens, il faut que je te parle. » Je prends ma voiture, j'arrive quelques heures plus tard aux Champs-Élysées et il me prend dans un petit salon à part, il me dit « Alors, ils sont là, ils sont comme des fous, ils adorent le scénario. C'est pas une très bonne nouvelle pour vous. Il y a 3 solutions. Ou bien nous produisons le film et ils mettent de l'argent suffisamment pour que vous fassiez le film. Ou bien nous faisons une vraie coproduction et dans ce cas, il faudra que vous alliez un petit peu travailler en Allemagne pour financer le film. Et puis alors, il y a une 3e solution, c'est que vous partiez en Allemagne et ils font le film complètement. Et nous, on leur vend tout. Rien que dans son regard, j'ai fait mon choix. Je suis rentré dans la pièce, j'ai vu mes amis, Bernd Eichinger et Herman, et je leur ai dit « je viens ». Et le lendemain, je me suis installé à Munich pour 1 an. Mais je me souviens que le mardi matin à 8 h, j'ai pris l'avion, et quand je suis arrivé à Munich, il y avait de la neige, et j'ai compris que le film allait se faire. Avant, on essayait en fait de me convaincre de ne pas le faire. Et je sais que Lebovici, je l'ai toujours soupçonné d'avoir accepté de me financer ce film pour m'en faire un autre. Comme ça, pour m'avoir dans la compagnie, ça faisait bien à l'époque, j'avais un succès comme ça récent. Je n'ai jamais cru qu'il souhaitait vraiment faire le film. Et quand je suis arrivé à Munich, donc, il y avait un jeune garçon qui m'attendait avec une voiture. On m'a tout de suite donné un bureau où il y avait un ordinateur, il y avait un calendrier, il fallait faire. Et j'ai commencé à fonctionner en mise en scène. Et donc j'ai vécu en Allemagne, entre l'Allemagne et l'Italie. Je suis même pas revenu en France pendant 1 an et demi. Dès l'écriture, j'ai voulu avoir accès à des spécialistes du Moyen-Âge. Nous avions regroupé, sous la direction de Jacques Le Goff, une dizaine de spécialistes très pointus dans différents domaines. Spécialistes, par exemple, de la vie quotidienne au Moyen-Âge, spécialistes du costume médiéval, spécialistes de la poterie médiévale, spécialistes des couleurs, spécialistes, évidemment, de la vie religieuse. Spécialiste de l'ordonnancement de la vie dans les monastères, très compliqué ça. Spécialiste de l'armement, spécialiste des véhicules. Et à chaque fois que je me trouvais face à l'écriture d'une scène, je faisais centraliser ça par ma femme, qui est ma collaboratrice depuis très longtemps, qui est ma script sur les plateaux, mais qui sur ce film-là servait de point de rencontre, parce que moi je ne pouvais pas à chaque fois déranger Le Goff ou appeler tel et tel spécialiste, c'était elle qui le faisait, donc elle écoutait ma demande et elle le répercutait, et quelques temps plus tard, parfois 1 mois, parfois 2, bah oui c'était très long, je posais des questions très compliquées. Qu'est-ce qu'on mangeait le soir dans une abbaye de Ligurie au XIVe siècle? Avec quoi s'éclairait-on? On dirait on peut mettre des bougies, mais ce n'était pas des bougies, non, je savais que c'était des lampes à huile. À quoi ça ressemble une lampe à huile de monastère ligure au XIVe siècle? Il faut chercher. Et on le trouve, et après on le fait faire. Mais vous voyez, c'est un processus que je prends toujours très en amont. J'ai fait ça sur tous mes films. Tout au long de la pré-production, Hano fera donc preuve d'un souci maniaque de l'authenticité. Rien ne lui échappe, de la fabrication des bijoux à celle des meubles, en passant bien entendu par celle des livres. Tous les manuscrits enluminés ont été dessinés, soumis à l'approbation de Jacques Le Goff et fabriqués à l'ancienne par des artisans. Restait à trouver l'abbaye du crime. Alors j'ai fait énormément de repérages.
j'espérais trouver le monastère de mes rêves quelque part. J'ai exploré en particulier j'ai envie de dire tous les monastères italiens et tous les monastères français. Et puis après, j'ai attaqué les monastères évidemment autrichiens, puisque Azzo vient de Melk, et qui est une très belle abbaye avec une immense bibliothèque à Melk. Et ensuite, plus tard, j'ai vu les monastères allemands. L'exploration de l'Europe durera ainsi plusieurs années, suivant une méthode rodée. Tout d'abord le maillage fin d'une région, afin de ne rien manquer d'intéressant. Puis visite. Jean-Jacques Hano se transforme en véritable guide Michelin. Évidemment, quand vous avez ce qu'on appelle le cirque, c'est-à-dire toute cette équipe de cinéma avec une centaine de camions et tout ça, du matériel dans tous les coins, dès que vous changez de lieu, c'est une journée de perdu, une journée qu'il faut financer, c'est une journée de salaire. Donc il faut évidemment trouver des endroits où il y ait le plus de choses possible. Là, vous voyez, le Puy, la ville du Puy était très bien notée dans mon système, parce que l'intérieur de l'église avait trois petits points, la chapelle latérale 2, le chœur seulement 1, la sacristie, oh là là, elle m'avait plu, 3 étoiles, etc. Ça me permettait d'un coup d'œil, si vous voulez, de voir que c'était pas la peine d'aller par exemple à Montmorin, parce qu'à Montmorin il y avait que l'entrée du donjon et un détail de l'esplanade. Mais ce que tout ça me procure, en plus d'une très grande joie personnelle de me rincer l'œil sur l'architecture médiévale, c'est de m'inspirer. C'est-à-dire que quand vous revenez avec une telle documentation, finalement, vous dites « Ah, là, il y avait un réfectoire à Léontoin qui me plaisait beaucoup. » Et je sais pourquoi, il y avait un détail, la qualité de la roche était très belle. Donc, je montre ça à mon chef décorateur et j'explique pourquoi c'est ça que je veux. Éventuellement, je vais avec mon chef décorateur. Ce que j'avais fait, j'avais emmené Dante Ferretti en Auvergne et dans mes monastères préférés pour qu'il voit les textures de monastères. Parce que les monastères français sont beaucoup plus humides que les Italiens, donc on vieillit de façon plus intéressante. Les Italiens sont un tout petit peu secs, comme les monastères de Provence. Sur près de 300 monastères, abbayes, palais et tours visités, un lieu sera tout de même retenu. Il y avait quelques intérieurs que je pouvais faire dans des monastères existants, à condition de les réaménager, et que, bien entendu, il fallait construire le décor, car il n'y avait plus aujourd'hui un endroit qui ressemblait véritablement à ce qu'était un monastère au XIVe siècle. Aujourd'hui, les monastères, ils sont soit encore habités, ce sont donc des monastères anciens habités par des contemporains, ou ce sont des musées, et ça ressemble à un musée, c'est-à-dire que c'est tout bien propre. D'abord, on ne peut rien toucher, on ne peut rien aménager, et puis ça ne ressemble pas à un endroit habité au XIVe siècle. Et puis il y a eu des transformations au cours des années. C'est-à-dire que la plupart du temps, un monastère est forcément réaménagé au XVIIe siècle, détruit à la Révolution, réaménagé au XVIIIe siècle, transformé en caserne de pompiers et revenu en centre culturel à l'époque de Malraux. Donc si vous voulez, tout ça, ça porte les marques de son temps et ça n'est plus du tout le rêve, en tout cas, que j'en avais. Au final, seul le monastère d'Eberbach sera retenu. Érigé au XIIe siècle, 200 moines et 300 frères y étaient logés et y vivaient dans une grande austérité. L'ancien dortoir des moines est devenu le scriptorium du film, l'hôpital originel servit de cadre à la salle à manger et les caves deviendront la salle du tribunal. Pour le reste, l'extérieur de l'abbaye, la tour sur son apic, il a fallu tout construire. Un premier projet de décor voit le jour en France. Voilà, ça c'était le projet qui avait été fait par un chef décorateur français qui s'appelle Saunier et qui était un... Alors il y a d'ailleurs une erreur là, c'est que le donjon était trop petit pour des raisons de budget d'ailleurs. Et je le voulais octogonal comme il était prévu dans le scénario et dans le texte d'écho surtout, et non pas carré comme celui-ci. Et puis par contre, il y avait trop de bâtiments, c'est-à-dire que je n'avais pas besoin, j'avais besoin de granges, j'avais besoin évidemment de l'abbatiale, j'avais besoin d'un escarpement et des sous. C'est ce qu'on appelle les sous, c'est pas seulement cela, mais c'est les endroits où on met les cochons, les sous. Et
ici, c'était la porcherie, mais je n'avais pas besoin de ce bâtiment-là et celui-là qui finalement coûtait de l'argent, et Jacques Saunier était très contre de ne pas le faire parce qu'il pensait que la perspective que nous avions là, qui était une chose que j'avais demandé, car il était important pour moi que quand on pénétrait dans le monastère, la première image qu'on avait, c'est qu'en fond, il y avait cette tour octogonale ainsi que l'abbatiale. Que je voulais voir ça, c'était une idée qui était dans ma tête, que j'avais dessinée très très tôt. Je voulais absolument ça. C'est-à-dire qu'effectivement, si je me mets là, j'ai un très joli plan de cette tour qui s'inscrit parfaitement dans l'arrondi de la porte et où je vois l'abbatiale. Malheureusement, l'abbatiale n'était pas très bien placée là, elle était trop petite en plus, et surtout, elle n'était pas propice pour exposer son tympan, qui était tout à fait important dans la description d'Écho, puisqu'elle parlait de l'Apocalypse. Et en plus, alors ce décor avait été chiffré et il était invraisemblablement cher. Nous devions le construire en France et évidemment, en France, les salaires sont très élevés. Et du coup, on n'a pas pu se permettre ce décor. Et comme Jacques n'a pas voulu refaire un décor de conception moins onéreuse, on a été obligé de l'abandonner et de changer de chef décorateur en prenant Dante Ferretti, qui a accepté de faire un décor avec 2 fois moins d'argent que celui-ci. Ça coûtait 2 fois moins d'argent. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dante a convaincu Cinecittà d'investir beaucoup dans ce décor pour des raisons de prestige. Donc, grosso modo, j'ai bénéficié d'un cadeau politique, d'une certaine manière, et d'un investissement de la part de Cinecittà. Dans le roman d'Umberto Eco, l'abbaye est composée d'un ensemble d'édifices déjà préexistants. Le storyboard avec les photos va servir de base de travail au décorateur. Mais le storyboard intervient bien avant le décorateur. C'est-à-dire que je donne à mon décorateur un storyboard déjà accompli. C'est-à-dire que je ne veux pas me faire précéder par le décorateur. C'est moi qui imagine les lieux et je demande à mon chef décorateur de faire les lieux tels que je les ai imaginés. Donc, il va s'inspirer de la mise en place suggérée par le storyboard pour, à son tour, suggérer quelque chose qui peut être un peu différent, mais en tout cas, j'ai envie de dire, dans l'axe de ce qui est souhaité. Et si vous voulez, c'est pour ça que dans ce processus de travail qui est le mien, j'ai le sentiment évidemment de tout contrôler. C'est très souvent mal compris d'ailleurs. Pendant des années et des années, même pas si longtemps, j'ai eu des articles de presse très méchants sur le fait que j'étais un incapable. Pour la bonne preuve était que j'avais besoin d'un storyboard pour savoir comment faire. Pour savoir, vous savez, comme le metteur en scène qui viendrait, qui dit alors attendez, le petit dessin, là c'est un plan large, alors on va se mettre là-bas parce qu'il y a le petit dessin qui est comme ça. Évidemment, mon processus est complètement différent. C'est moi qui dis je voudrais un plan large, je montre une image éventuellement d'un repérage comme celui-ci. Vous voyez, ce décor-là dans lequel j'ai tourné le réfectoire est un décor tout à fait magnifique qui m'a, moi, beaucoup inspiré. Donc j'ai imaginé la scène-là, je l'ai dessinée en donnant à mon storyboarder cette photo prise par moi, dans un axe qui me plaît. Le storyboarder a fait ça, et après, dans cet endroit-là, le chef décorateur l'a aménagé. Mais ce qui se passe, lorsque j'ai combiné le décor, j'ai demandé à Dante Ferretti de me faire un donjon de telle manière, j'ai retrouvé dans ma documentation, où il a regardé dans le storyboard, il sera intéressant d'ailleurs de regarder dans le storyboard les images qui ont été dessinées bien avant que le film soit financé, et bien évidemment bien avant que le décor soit construit. Donc, si vous voulez, c'est ça qui m'a toujours plu dans la méthode de travail que j'ai finalement j'ai fait ça à ma main au cours des années, et maintenant c'est tout à fait systématique, c'est que, afin que le film soit le plus possible tel que je l'ai imaginé au moment de la toute première étincelle de création, comme ça, où on imagine, oui, on voit soudain ces 2 silhouettes de moines contre un donjon au clair de lune, avec peut-être le cimetière sur la gauche et quelques croix. Moi, c'est imprimé à vie. Le cimetière est à gauche.
et les écuries sont à droite. Pourquoi? J'en sais rien, mais c'est comme ça que ça m'a plu, c'est comme ça que je l'ai vu, et j'ai besoin de retrouver cette image-là. Alors du coup, je vais m'attacher à la faire construire, à la faire habiller par les décorateurs, par les ensembliers, et aussi à la faire éclairer telle que j'ai souhaité. Et tout ça est prévu dans le storyboard. Je fais souvent dans le storyboard des commentaires en disant attention, j'ai besoin de brume là, prévoir les machines, prévoir des ventilateurs pour contrarier le vent de ce jour-là qui soufflera forcément du mauvais côté, travailler tôt le matin ou tard le soir pour éviter les ombres si je veux un décor très blanc. Toutes ces choses-là sont conçues dès le début. Du coup, quand on tournera, le premier assistant saura qu'il faut tourner ces scènes-là à la tombée de la nuit. Afin de communiquer à chacun d'une vaste équipe, mes films, c'est toujours... ça dépend... Enfin, si on comprend l'équipe déco, c'est toujours... l'équipe de décoration, c'est toujours au moins 500 personnes, hein, parfois plus. Oui, en décoration, vous avez rapidement, c'est un chantier. Donc vous avez des terrassiers, des peintres, des charpentiers, des couvreurs, il y a tous ces gens-là qui travaillent sur les indications finalement du metteur en scène. Alors vous vous retrouvez avec une équipe de déco de 300 personnes, c'est pas étonnant. Et sur le plateau, vous avez 120 techniciens à peu près, plus les acteurs, c'est la figuration. Très souvent, on fait 1000 couverts au repas de midi à la cantine. Donc, il faut que tous ces gens-là soient, et quand même, aient la meilleure idée possible de ce qui me trotte dans la tête. La construction durera 6 mois, avec de multiples problèmes pour mouler des pierres d'1 mètre sur 3 pour simuler différentes érosions. Vous voyez, une photo comme ça que j'avais prise dans les caves du monastère à Eberbach est extrêmement précieuse. C'est elle qui m'a permis de montrer au chef décorateur quel était le style de patine que je voulais. Et généralement, les gens n'osent pas. Tout le monde est timide. Alors c'est pour ça que les décors font pas vrai. C'est parce qu'ils font comme les musées justement. Mais cet endroit-là, à l'époque, c'était cradingue et probablement très humide. C'était pas chauffé. Donc il faut avoir l'audace de refaire des lichens comme ça. Et je me souviens avoir donné cette photo à Dante, qu'il a lui-même communiqué à ses équipes de peintres, de patineurs. C'est pas des gens qui font du patinage, mais qui vieillissent les décors, pour avoir cette texture-là dans l'ensemble du monastère. Pour le labyrinthe, Dante Ferretti dessina les plans en 1 semaine, puis fabriqua une série de maquettes en 3 dimensions avec lesquelles l'équipe du film a pu jouer. Le labyrinthe fut mis en chantier à Cinecittà. En 3 mois, l'équipe technique construit une tour de 30 mètres, comprenant 5 étages et contenant un dédale d'escalier qu'il fallut flécher afin d'éviter de se perdre et surtout de chuter. Qui imaginerait aujourd'hui quelqu'un d'autre que Sean Connery dans le rôle de Guillaume de Baskerville? Pourtant, à l'époque, le choix n'était pas évident. Jean-Jacques Hano en parle à Umberto Eco. Il me dit, mais dis donc, tu as trouvé pour le rôle principal? Pour Guillaume? Je lui dis, oui, j'ai trouvé. Il me dit, mais pourquoi tu ne me le dis pas? Je lui dis, écoute, c'est Sean Connery. Oh! Il me dit, mon Dieu, mais c'est pas possible. Renate, il se retourne, sa femme était avec la mienne à quelques pas derrière. Renate, tu sais ce qu'il me dit? Il prend Sean Connery pour faire Guillaume. Mais non, c'est pas possible. Et il se retourne vers moi, il me dit, tu vas le casser, hein? Je lui dis, oui, c'est mon travail, c'est un acteur, je vais le façonner, il va être, c'est page 007, je te jure, il est très bien, c'est un homme intelligent, etc. Oh, mais mon Dieu, bon. Et puis, il arrive sur le tournage, donc je vous fais une coupe, là maintenant, c'est 1 an plus tard, il vient sur le tournage et je le présente à Sean. Et Sean l'invite dans sa caravane. Et je revois Umberto sortir 20 minutes après, vert. Je lui dis alors, ça s'est passé comment?
Il met un long temps avant de me répondre et il me dit « Il est très compétent en football. » Et il part. Jean-Jacques Hano lui-même ne croyait pas beaucoup à l'option Sean Connery. Il va jusqu'à écrire dans ses notes « super cher, super tout ce qu'on veut, surtout super mauvais dans ses dernières apparitions ». Son agent l'a alerté de l'existence du frère Guillaume de Baskerville. Moi, je ne lui ai rien demandé. Je m'étais mis en tête de trouver un inconnu. Alors je m'étais dit, je vais trouver des fabuleux comédiens de théâtre, des gars qui ont la cinquantaine, qui n'ont pas eu leur chance au cinéma ou à la télévision. Et j'ai parcouru le monde anglo-saxon. J'ai fait des théâtres de province, alors je me retrouvais à Glasgow, à Manchester, à Blackpool, à Brighton, et puis à Chicago, à Seattle, à Philadelphie. J'allais voir les troupes. Et j'ai rencontré des centaines et des centaines d'acteurs. Et je me suis aperçu que c'est difficile de ne pas avoir réussi à la cinquantaine et de projeter encore du charisme. C'est méchant ce que je dis, mais malheureusement, vous pouvez être un excellent, fantastique acteur de théâtre, mais acteur de cinéma, c'est différent. Vous projetez votre personnalité vraie au cinéma, parce qu'on vient vous scruter le visage tellement près que vous, en plus de la qualité d'être un bon acteur, les gens perçoivent les secrets de votre cœur. Et quand vous n'avez pas trop bien réussi dans l'idée que vous faisiez de la vie souhaitée, ça se voit. Et c'est pour ça qu'au contraire, on peut être un magnifique acteur de théâtre. Au théâtre, il y a le masque, c'est loin. Il faut donc auditionner d'autres personnes. Albert Finet, Richard Harris, Ian McKellen, Jack Nicholson, Yves Montand ou encore Robert De Niro. Il y a eu De Niro, par exemple, qui était d'accord, qui n'avait pas la cinquantaine, mais Robert était d'accord pour faire le film. Moi, j'ai pas accroché avec lui. J'ai eu, au cours d'un dîner, je me souviens, il m'a pris à part, il m'a dit ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un duel entre l'inquisiteur et le personnage. Je lui dis, le duel, il est là, le duel, c'est un duel intellectuel. Ah non, 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 il faut qu'ils se battent en duel. Alors, je lui dis, mais battent en duel avec des sabres, avec des épées Oui, 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 comme ça. Je lui dis, non, c'est pas le sujet. Et donc, j'ai pas donné suite, mais Robert était d'accord pour se battre en duel avec l'inquisiteur. Résultat des courses, la préférence semble aller à des acteurs comme Paul Newman ou Anthony Perkins. À l'époque, il y avait un personnage très célèbre à Los Angeles qui s'appelait Mykovitz. Il était le président de la grande agence qui s'appelle CA. Et ce type, moi, je le connaissais bien depuis longtemps. Il m'appelait JJ comme tout le monde là-bas. Et tous les 2 mois, il m'appelait pour me dire que son client, Sean Connery, aimerait beaucoup faire le film, qu'il avait lu le roman, que c'était formidable. Et moi, je répondais systématiquement, je disais, attendez, déjà, ce personnage est une fusion entre un intellectuel médiéval du nom de Guillaume d'Occam et Sherlock Holmes. Si vous rajoutez sur Sherlock Holmes et Guillaume d'Occam James Bond, ça fait quand même un mélange un tout petit peu trop compliqué. Et je vous remercie beaucoup, dites à Sean Connery que je cherche quelqu'un d'autre. Et il me rappelait inlassablement, jusqu'au moment où je ne le prenais plus au téléphone. Et puis, je me souviens, on était au Château Marmont à Los Angeles. Mon producteur Bertrand Eschinger prend le téléphone, c'est Mykovitz. Et Bernd me dit, écoute, finissons-en avec Sean Connery, voyons-le, puis voilà. Et je retourne à Munich, et voilà Sean Connery qui débarque. Il vient dans mon bureau. Je dois dire, je me dis, le mec est beau. Hein. Magnifiquement bâti, un visage d'une très grande sérénité. Et je me souviens, il me dit, avec son accent inimitable, « May I read you a few pages, boy ?» Il m'appelle « boy ». Donc, je lui dis « d'accord ». Il ouvre le scénario, et là, je me souviens, j'ai la chair de poule. Parce qu'il dit le texte, mais exactement comme je l'ai entendu depuis 2 ans et demi que je travaille sur ce film, et où 17 fois j'ai repris les scènes, et où je les ai forcément entendues avec un chant particulier du dialogue. Au bout de la 3e page, je l'ai arrêté,
Je suis descendu en courant dans le bureau de mon producteur et je lui ai dit, je me souviens, we've got him, he is sensational. Et voilà comment ça s'est fait. J'ai changé d'avis, ben oui, en le voyant, en l'écoutant. Et vous savez, c'est très caractéristique, ça, des images de marque. C'est-à-dire que ben, j'étais comme tout le monde, j'avais une image de marque de Sean Connery et je ne pouvais pas m'en défaire. Et je dois dire, maintenant pour terminer l'histoire, que Umberto était quand même tellement curieux de voir ce que j'avais fait du film qu'il a vu le film terminé avant moi. J'apprends d'un seul coup qu'il est au laboratoire à Munich, en train de voir la copie. Alors là, je devais aller la vérifier, moi, la copie. Bon, du coup, je lui laisse voir le film et la secrétaire me dit, écoute, on t'appelle. Alors je vais vous avouer une chose, c'est que j'étais tellement anxieux de la réaction d'Umberto, pas pour autre chose. Umberto avait toujours prévu de ne jamais parler à la presse et à quiconque. Mais j'ai tellement d'amitié pour Umberto que j'étais terrorisé qu'il soit déçu. Pour ces raisons-là, pour des raisons humaines. Et j'attends, il est vers 10 h du soir, toujours pas d'appel. Je débouche une bouteille de pinard. Je m'en sers un verre. Toujours pas d'appel, je me sers 2 verres. Je me resserre un 3e verre, là je m'endors. Et maintenant c'est le matin, il y a les cloches à Munich. Douing, douing, douing. Je regarde la montre, 9 h du matin. Et personne ne m'a appelé, donc bon, je comprends ce que ça veut dire, hein, c'est qu'il est furieux, etc. Et puis finalement le téléphone sonne, c'est ma secrétaire qui me dit, mais où étais-tu? On a sonné toute la nuit, où étais-tu? Je dis, j'étais là, mais en fait j'étais sous comme le bourrique. Et j'ai pas entendu le téléphone. Et elle me dit, mais viens vite, Umberto repart, il est enchanté, c'est formidable. Je me précipite, pas rasé et tout, dans son hôtel. Il se lève, il me prend dans les bras et il me dit, écoute, ce que tu as le mieux réussi, c'est ce que je craignais le plus. Le personnage de William est formidable et Sean Connery est extraordinaire. Après, bon, il y a eu d'autres choses qui sont venues, mais ça m'a infiniment touché, ça, parce que c'est vrai qu'à l'époque, ça a été le grand risque. Dites-vous bien que j'avais un contrat chez Columbia. Columbia était d'accord pour financer le film. Quand mon producteur et moi avons choisi Sean Connery, ils ont déchiré le contrat. Ils n'ont pas voulu le faire parce qu'ils ont refusé de faire le film avec un acteur qu'ils ont considéré aussi démodé et aussi lamentable. C'est dur le métier, hein. Pour le reste du casting, une solution grand luxe avait été envisagée. Pour l'abbé, Serrault, Noiret ou Italien, Sordi et Celi. Le Célérier, oui, très beau personnage. Là, j'avais mis Galabru ou Carmet. Parfait, Galabru aurait été absolument parfait en Célérier. Alors là, oui, Béranger, l'aide bibliothécaire au visage lascif. J'avais pensé à Jean-Claude Brialy, à l'ami Jean-Claude, pour Malachi, à Jack Palance, que j'avais rencontré. Et là, je vois que j'avais mis Jean Rochefort, qui aurait été effectivement très très bien en Bernardo Bouy, en inquisiteur. Il y avait un monsieur qui s'appelait Franco Franchi, je me souviens, qui était italien, qui était un comique, mais genre comique troupier, vous voyez, quand j'ai la rate qui se dilate, j'ai la foi qui est pas droite, c'est toujours voilà. Et ce type-là, il n'a jamais voulu se couper les cheveux, parce qu'il n'a jamais voulu avoir de tonsure. Alors il faisait faire par son maquilleur des boîtes qu'on se mettait sur la tête. Alors il avait une grosse chevelure comme ça, alors il avait un crâne comme un crâne de dolicocéphale, vous savez, avec une petite tonsure, mais comme dans les troupes napolitaines du 19e siècle, c'est-à-dire que c'était un truc complètement incroyable. Et à chaque fois, il me disait, mais c'est très bien, c'est pas ça. Je lui ai dit, écoutez, non, vous faites comme tout le monde, c'est à tonsure. Et l'avant-veille du tournage, il a refusé. Et du coup, j'ai appelé mon pote Ron Perlman, qui avait travaillé pour moi dans la guerre du feu, et je lui avais dit, je ne peux pas te prendre parce que franchement, on n'a pas le droit de prendre d'Américains, et pas de peau pour toi, tu es Américain, sauf en cas de coup dur, je lui ai dit. Ben, le coup dur, on l'avait. Ce monsieur, Franco Franchi, a vraiment refusé de se couper les cheveux. Donc il y avait dans le contrat marqué qu'il fallait qu'il se coupe les cheveux. Donc on a eu l'autorisation de prendre un Américain. Et le malheureux Ron Perlman était dans son lit. Et ce matin-là, il me l'a souvent raconté, il se disait, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ma vie. Parce que j'ai pas de boulot, j'ai plus d'argent.
Le téléphone sonne, mon assistante lui dit « Ron, dis donc, t'es libre là dans les mois qui viennent ?» Oui, pourquoi, dit-il. Alors on lui dit, mais écoute, tu sais, c'est pour le rôle que Jean-Jacques, tu avais vu Jean-Jacques, tu avais passé des essais avec lui, ben, tu sais qu'il t'adore, eh ben, si tu le veux, c'est pour toi. Il dit, oui, c'est quand? Ben, on a réservé pour toi un avion, c'est à 8 heures. Il était 6 heures du matin à New York, l'avion était à 8 heures. Il a pris un sac en plastique, il a mis tout son linge sale dedans, et il est arrivé à l'aéroport avec ça. Et on a tourné le lundi matin avec lui, dans le rôle de Salvatore. Je lui ai fait une tronche infernale, je l'ai tout rasé, j'ai foutu des cicatrices, des machins dans le nez, dans le machin. Et hardi petit. Jorge l'aveugle. Ah, oui, j'avais mis espagnol Jean Buquel. Ah oui? Figurez-vous que pour Jorge, j'ai vu John Huston, avec lequel j'ai beaucoup sympathisé, bien sûr. Je dis bien sûr parce qu'il était extrêmement sympathique. Et qu'il était tout à fait d'accord pour faire le rôle. Il n'y avait qu'un problème, c'est qu'il voulait tout grouper, parce qu'il n'était pas bien. Il avait vous savez, des tuyaux dans le nez, il avait de l'oxygène, il respirait mal, et il voulait que les décors soient chauffés, c'est complètement normal, vu son âge et son état de santé. Mais moi, je ne voulais pas du tout que les décors soient chauffés, parce que je voulais que les gens soient engoncés dans leur costume et aient de la buée. Donc, nous n'avons pas donné suite avec John Huston. Et par contre, figurez-vous qu'il y avait un type qui m'avait complètement charmé, qui était un figurant. Et son histoire est très belle. Je vois un jour arriver à Rome, en casting, un monsieur qui vient se présenter pour faire de la figuration. Même comme j'aime bien faire mon casting de figuration aussi. Et ce type parle un français admirable, avec un peu d'accent russe. Et je vois son nom, il s'appelle Chaliapine. Alors comme je suis un grand amateur de bel canto, je lui dis, vous avez quelque chose à voir avec Chaliapine, le grand ténor? Mais c'est mon père, cher monsieur. Et je comprends que Jorge, Georges Chaliapine, a passé une vie très aimable. Il était très beau, le fils. Il était devenu très vieux, il avait 82 ans. Mais il portait encore très beau, beaucoup de dignité. Et la vie était facile parce qu'il avait les droits des disques de son père. Donc, il avait dépensé beaucoup d'argent, il avait une très jolie femme, il allait dans les meilleurs endroits du monde, il avait une magnifique villa à Rome. Et puis, vers 75 ans, il s'était dit « Oh, ce serait rigolo quand même d'aller voir ce qui se passe sur les plateaux ». Et il faisait donc de la figuration. Mais moi, après avoir parlé à ce type, je l'ai trouvé un physique mais admirable. Et je m'étais dit, il ferait un aveugle magnifique pour le personnage de Jorge. En plus de ça, il parlait très très bien le russe et l'espagnol. Et figurez-vous que j'ai finalement préféré prendre ce monsieur, Chaliapine, totalement inconnu au bataillon, que John Huston, parce que j'ai pensé qu'il était finalement mieux pour le rôle. Vous savez, parfois sur certains films, un personnage connu c'est bien. Là, il me semblait que avoir Sean Connery, c'était formidable. Les autres inconnus, c'était plutôt mieux. Finalement, le plus connu après lui était Bernard Guy, qui venait d'avoir eu l'Oscar pour le rôle de Salieri dans Amadeus. Malgré un véritable casting de gueule, chaque personnage avait au moins une demi-heure de maquillage chaque matin, quand ce n'était pas plus d'une heure. Jean-Jacques Hano considérait que si le maquillage échouait, Le Nom de la Rose avait très peu de chances d'être un succès. Il fallait non pas des maquilleurs s'évertuant à magnifier la beauté des comédiens, à faire beau, mais plutôt des maquilleurs pour faire juste. Ainsi, toutes les tonsures du film sont véritables. Sean Connery lui-même s'est vu raser complètement le sommet du crâne, et chaque matin, sa maquilleuse passait 3/4 d'heure à semer des bouts de poils sur sa tête pour redessiner sa tonsure. Quant aux séances de maquillage de Ron Perlman, elles atteignaient parfois 5 heures. Tout était prêt. Le tournage du film pouvait commencer. Bien sûr, c'est un polar, mais c'est un polar qui tire ses sources dans une colère noble et une colère à la fois
exceptionnelle, rare, avec des causes à la fois raffinées, mais tellement fondamentales. C'est vrai que ce film, et le roman et le film ont eu un très grand succès dans les pays totalitaires, parce qu'on le voyait comme un film contemporain. On le sait bien, les États, qu'ils soient nazis ou communistes, ont interdit l'accès à certaines zones du savoir, comme l'a fait la chrétienté. Et ça, c'est vrai que moi, ça me met en colère aussi, comme Guillaume de Baskerville. Et même si je commence avec ironie et distance, c'est vrai qu'au bout du compte, je suis fâché qu'on me cache des pans entiers du savoir, car c'est ça que raconte Le Nom de la Rose. Arrivé au terme de ma vie de pauvre pêcheur, désormais chenu et vieilli comme le monde, je m'apprête à laisser sur ce parchemin témoignages des faits admirables et terribles auxquels j'ai assisté dans ma jeunesse. Vers la fin de l'année du Seigneur 1327. La période dans laquelle l'histoire se situe est une période de chaos, grosso modo. Pour essayer de faire simple, l'Europe est très divisée. L'Italie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, évidemment, n'est pas un État, mais une multiplicité d'États. Il y a des rivalités très grandes entre la puissance française et les différentes puissances italiennes, autrichiennes, allemandes. Et la chrétienté ne se remet toujours pas de l'explosion des hérésies. Le Nom de la Rose se déroule en l'an de grâce 1327. Depuis une vingtaine d'années, le pape ne réside plus au Vatican, car Rome est le théâtre d'une guerre civile sanglante entre partisans du souverain pontife et partisans de l'empereur. Jean XXII, le pape du Nom de la Rose, ancien évêque d'Avignon, y établit la papauté. Commence alors ce que les Italiens nomment volontiers la captivité de Babylone. 5 papes français vont se succéder, élever leurs nombreux neveux aux dignités de cardinaux, excommunier à tour de bras, entretenir une armée colossale. La pression fiscale est doublée, le commerce des indulgences connaît son apogée. La papauté se lance dans la recherche effrénée du luxe et des plaisirs, au moment même où une crise sans précédent fait rage en Europe. Nous sommes en pleine débâcle à cette époque, en pleine débâcle économique, à un point bien plus grand que celui que nous connaissons aujourd'hui. Là, c'est des débâcles molles, mais pas des débâcles aussi graves. On est en pré-période de la peste, c'est-à-dire que quelques années plus tard, le continent il y a 2 personnes sur 3 qui meurent. C'est hallucinant. C'est toute l'Europe est ratissée par manque d'hygiène, par aussi problèmes économiques. Car les gens sont mal nourris, du coup ils résistent mal, les maisons sont mal entretenues, les gens sont donc dans un état où ils ont absolument besoin d'un guide et que ce guide n'existe pas. Il est beau, il est intelligent, il a raison, donc il fascine. Il inquiète, il irrite. Guillaume de Baskerville vit au Moyen-Âge, mais il appartient déjà à la Renaissance. Face à ses contemporains, ce n'est plus un homme de foi, c'est un homme de raison. Il est le disciple de Roger Bacon, qui périt enfermé dans les geôles papales pour avoir voulu vérifier par les sciences les vérités affirmées par la Bible. Son défaut, le manque total d'humilité, mais c'est ce défaut d'orgueil même qui le rend si sympathique. Guillaume, c'est tout à la fois Sherlock Holmes, dont il porte le nom de l'aventure la plus célèbre, mais aussi un mélange de penseurs médiévaux, notamment Guillaume d'Occam. Ce franciscain fit de brillantes études à Oxford et à Paris et ne tarda pas à enseigner à ses frères que Dieu, laissant en général les événements se dérouler, il devient possible de tirer des conclusions logiques. Accusé d'hérésie et convoqué à Avignon devant Jean XXII, il arrivera à s'enfuir de la ville pour rejoindre l'empereur, sans avoir manqué d'être excommunié au passage. Le Watson de l'histoire, le vieil homme qui nous la raconte, est à l'époque un jeune novice, Atso de Melk,
Cadet d'une riche famille autrichienne, il a été confié à Guillaume, son maître, chargé de faire son éducation. Umberto me disait ah mais tu sais, Azzo c'est un con, Axo il comprend pas. Il comprend pas son maître. Mais moi, ça m'a pas plu, ça. J'aime pas les personnages, j'aime pas les cons. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui soient cons. Je pense qu'il y a toujours de la beauté, il y a toujours de l'intelligence dans chacun. Et j'aime bien regarder les gens de cette manière-là. Et donc, je n'ai pas voulu faire la lecture d'Umberto sur Azzo, je le reconnais. Et j'en ai parlé avec lui. Lui me dit, mais tu vois, regarde à la fin, il n'y comprend rien, il n'a pas compris la leçon de son maître. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi, dans le film, j'ai envie que l'élève soit meilleur que le maître. Qu'au bout du compte, il ait compris quelque chose que le maître n'avait pas saisi. Et moi, je suis heureux qu'il ait mis un peu de générosité et qu'il ait compris l'univers de l'instinct et de l'amour auquel ton intellectuel de Guillaume n'est pas accessible. Sa vision de l'Église est classique et ne cherche pas à remettre en cause des valeurs pour changer un monde que Dieu a créé comme parfait. Il aurait même tendance à se méfier de ce maître qui met toute sa foi dans la science et qu'il ne comprend pas toujours. Guillaume est quelqu'un qui rit de tout, qui ricane et qui n'aime pas. Azzo, lui, il a eu la chance de l'amour et de garder l'idée de l'amour. Quand on a été amoureux une fois, on est amoureux pour toujours. Ne pas être amoureux une fois dans sa vie, c'est quand même une désolation. Donc là, il y a une vraie différence entre le roman et le film. Et effectivement, c'est là où j'ai choisi des éléments du livre qui me plaisaient et pour les remettre à ma manière et faire qu'effectivement, le personnage d'Azzo est tout le contraire d'un crétin et va penser à la fin de sa vie d'études que la plus belle chose qu'il ait rencontrée, c'est le cœur d'une femme. Ça me plaît, moi. Ainsi, si au crépuscule de sa vie, il choisit de nous raconter ces événements, c'est qu'à travers eux, il a profondément changé. Il va comprendre la justesse du combat de son maître dont bien des années plus tard, il sera encore plus que le simple double. Le roman est écrit par le personnage d'Azzo. Il raconte l'histoire de son maître et l'histoire qu'il a vécue lui, et c'est donc forcément dans le souvenir. Donc ça, j'ai voulu, c'était la moindre des choses que de garder ce principe narratif, qui est en plus très agréable. Moi, j'aime beaucoup les films à voix off. C'est supposé toujours, on dit, oh, les films en voix off, c'est parce qu'il y a eu un problème au montage. C'est parfois vrai. C'est toujours intéressant parce que ça donne le décalage entre le texte et ce qu'on voit. Et ça, c'est très beau, parce que le texte dit une chose, l'image en dit une autre. C'est-à-dire qu'il y a un véritable un contrepoint, une harmonie, un répond, comme on disait dans le grégorien. Et si vous voulez, ça forme des nuances extrêmement subtiles. Au même titre que, si vous voulez, une musique très triste sur une image très ensoleillée apporte un contrepoint extrêmement intéressant. Ben là, c'est la même chose. La voix off apporte une autre lecture de l'image. Donc ça, non, j'ai gardé ça de manière instinctive. En plus de ça, la voix off permet de temps en temps, permettait dans le cas qui nous occupe, de faire passer quelques idées compliquées qui sont très difficiles à raconter en cinéma. Si vous voulez, la grande différence qu'il y a entre le cinéma et la littérature, c'est que la littérature s'adresse d'abord à l'intelligence. C'est avec l'intelligence, donc la mémoire des mots, que vous allez reconstituer un univers, et cet univers mental que vous reconstituez va éventuellement vous dégager des émotions. Le cinéma travaille complètement à l'envers. Le cinéma vous plonge dans une émotion qui, peut-être, au bout du compte, vous permettra de réfléchir. Donc vous voyez, c'est très amusant comme le mécanisme est inverse. Quand vous rajoutez une voix off, eh bien, la voix off, elle, parle à l'intelligence comme la littérature, et l'image parle à l'instinct comme le cinéma. Guillaume et Azzo arrivent dans une abbaye bénédictine qui fut autrefois luxueuse et qui tombe progressivement en ruine. Elle offre pourtant déjà un confort rarement égalé pour l'époque.
Si les moines peuvent paraître arrogants, c'est qu'il s'agit des héritiers de la plus longue des traditions monastiques. Mais depuis le VIe siècle et la règle de Saint-Benoît, l'organisation a radicalement changé. Car grosso modo, l'histoire des groupes monastiques est toujours la même. Une poignée d'idéalistes poussés par une foi généreuse se fédèrent, fondent un ordre religieux toujours, ou presque toujours, axé dans l'idée d'aider ceux qui sont dans le besoin. Et grosso modo, leur générosité, leur foi, leur pureté, pourrait-on dire, leur vaut beaucoup d'attention, donc de succès, donc d'argent. Et le monastère, qui était si modeste, qui était une petite cabane où l'on mangeait du pain et de l'eau pure, devient sorne, on construit en pierre, on fait venir les meilleurs artistes, on se fait faire des tableaux, on montre l'abbé en majesté à côté de Dieu, on fait recouvrir les statues de plaques d'or. Et du coup, on a un problème, le problème du vol. On devient comme le savetier et le financier, on ne dort plus bien, on pense surtout à protéger, donc on fortifie les monastères. À partir du moment où on fortifie les monastères, on se prive de l'accès aux autres. Et du coup, le moine n'est plus celui qui vient généreusement aider ceux qui sont dans la nécessité, mais devient le moine paillard qui impose la dîme à la population, ripaille dans le réfectoire, se saoule chaque soir et devient le riche et le possédant. Le prestigieux ordre des bénédictins, recruté majoritairement dans l'aristocratie, est disposé d'une organisation solide et efficace. L'abbé est élu. C'est un système démocratique. Nos démocraties, en fait, ont été inventées par les monastères. C'est la vie monastique qui a inventé le chapitre, c'est-à-dire l'assemblée, la salle capitulaire où se réunissent les moines. C'est eux qui, à bulletin secret, élisent leur abbé. Donc un abbé a le pouvoir, mais c'est un pouvoir qui lui a été confié par les autres moines. C'est-à-dire qu'un abbé peut être révoqué. Donc l'abbé n'est pas si puissant que ça. Il a à sa disposition une organisation au sein du monastère. Évidemment, il est responsable des différents responsables. Vous avez toujours un moine bibliothécaire, un moine, un cellérier qui est responsable donc de l'office et donc de la cuisine. Vous avez les moines qui sont les régisseurs, qui sont les moines chargés des acquisitions extérieures. Vous avez tout ça, c'est très bien organisé, un monastère. Donc l'abbé est comme un président de la République, il a cette organisation à sa disposition. Mais il faut qu'il fasse gaffe quand même avec ces différents moines, parce qu'il est redevable vis-à-vis d'eux, et il peut se faire virer. C'est pour cela que l'abbé est plus un diplomate qu'un homme de Dieu. Il est l'exemple même de ces moines gras portant une grosse pierre à leurs doigts. Responsable de son abbaye, il est soucieux d'en préserver l'indépendance, mais aussi de garder le pouvoir. Or, il est face à un problème. Soumis aux prérogatives de l'empereur, l'abbé ne peut refuser d'abriter la réunion entre les légats du pape et les franciscains, malgré l'opposition du souverain pontife. La mort de l'enlumineur, sous laquelle il devine un obscur drame de l'homosexualité, tombe à pic. Si c'est une action des puissances de l'enfer, c'est que Dieu est contre la réunion. Face à tous ces bénédictins corrompus, les franciscains représentent les purs, ceux qui veulent réagir face au luxe ostentatoire du clergé. Sous l'impulsion de saint François, on dit de nouveau, eh bien non, fini les riches habits, fini les toques en or, les mitres couvertes de diamants, nous avons besoin simplement d'une robe et nous allons aller pieds nus aider les pauvres. Et là, évidemment, succès immédiat des franciscains, qui sont alors, c'est ce qu'attendait la chrétienté. On pense d'ailleurs que sans les franciscains, c'en était fini de la religion catholique. C'est ce qui se passe actuellement, n'est-ce pas, avec le déclin total d'une Église qui n'a pas su se moderniser. Mais là, il y avait péril en la demeure. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que le succès, mais
invraisemblable des franciscains, qui donc se multiplient, forment des monastères. Mais ce succès menace la bourgeoisie du clergé. Et elle menace en particulier les bénédictins, qui, eux, sont derrière leurs murailles, accumulent les richesses et prient. Dans cet univers exclusivement composé d'hommes, une fille de paysan pauvre tente de survivre en s'offrant aux moines en échange de nourriture. Jusqu'au jour où... J'imagine que pour cette fille, elle n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Elle n'avait jamais vu un être si pur en face d'elle. Peut-être qu'elle n'avait pas besoin de manger de la nourriture, mais elle avait besoin de manger d'autres choses. Oui, c'était un petit animal. Un petit animal sauvage, mais qui a un cœur, qui essaie de survivre dans une vie terrible. Cette scène était particulièrement intéressante à faire et elle était très, très émouvante à faire parce que Christian aime beaucoup les jeunes femmes, mais il n'en avait pas beaucoup l'usage. C'est un peu comme la robe du Christ. Il n'en était ni le possesseur, ni l'usage. Il n'en avait pas fait l'usage. Et j'avais décidé de lui faire des essais avec 3 jeunes femmes que j'avais repérées aux 4 coins du monde. Il y avait une italienne, une espagnole et une chilienne qui vivait en France. À l'époque, j'avais pas les papiers nécessaires pour la coproduction. Et j'ai pleuré parce que je voulais tellement faire ce personnage. Je tombais complètement amoureuse de ce personnage. Et donc, Jean-Jacques Arnaud m'a vue. Et après des longs essais à Cinecittà, un peu partout, il a décidé que c'était moi parce que j'avais des jambes lourdes. Le hasard du calendrier a fait que c'est Valentina Vargas qui a eu le privilège de faire le premier essai. Elle est venue à Rome et on a fait cet essai à Cinecittà. Et le lendemain, je vois la maman de Christian, que je connaissais déjà parce qu'elle était casting directeur. Elle vient me voir et elle me dit, écoute, j'ai une chose très embarrassante, mais Christian est dans un état épouvantable. Il sait qu'il ne peut pas faire les essais avec les autres. Mais il la trouve tellement belle, tellement talentueuse. Il est tellement amoureux, il ne pourra pas faire avec aucune autre. Je suis allé le voir, je lui ai dit, Christian, attends, tu vas être un acteur, il faut... Ah non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je ne peux qu'avec Valentina. C'était un peu dur parce que moi, je n'arrivais pas à tomber amoureux d'un petit garçon, il était très jeune. Et Jean-Jacques m'a dit, il faut vraiment que tu trouves quelque chose de lui qui te plaît, son cheveu, une tendresse, quelque chose. C'est bien passé finalement. Elle est venue me voir 2 fois à Rome en préparation. Je l'ai invitée à déjeuner. Elle était en t-shirt et en jean et en petite savate. Et les hommes venaient leur donner leur carte de visite. Mais moi, c'était infernal. Elle était d'ailleurs très dédaigneuse. Elle n'était pas maquillée du tout. Elle regardait personne. Elle était très sérieuse. Elle est très bourgeoise, Valentina. Elle ne voulait absolument pas de tout ça, sauf qu'elle était intenable. C'était infernal quand on était un garçon. On avait juste envie de lui sauter dessus, ça c'est sûr. Hein. C'était pas possible. J'ai fait des folies pour ce personnage parce que je le voulais tellement. Jean-Jacques m'avait dit que bon, il fallait maigrir, il fallait me faire pousser toutes mes poils, des jambes, des aisselles, tout ce qui était poils. Et je me suis retrouvée dans des bois. J'étais même dans mon pays. Je me suis pris des sacs, des pommes de terre. Je me suis construit des robes et j'allais dans les champs essayer d'aider cette fille, de pouvoir la comprendre. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire dans la nature? Comment est-ce qu'elle pourrait survivre? Bien sûr, on me prenait un peu pour une folle dans mon village. Donc, effectivement, elle était très, très bien pour le rôle. Et alors, 2 choses amusantes. J'avais demandé à la production
de surtout pas faire que cette scène soit tôt dans le plan de travail, de la mettre au bout, une fois qu'on se serait connu, que les acteurs seraient mis en confiance avec moi, etc. Et évidemment, comme le décor n'était pas prêt, la seule chose qui était prête, c'était le tout petit décor des cuisines, et j'ai tourné ça le premier et le deuxième jour du tournage. Merci beaucoup. C'était très difficile. Et surtout la scène d'amour, j'avais une ligne de producteurs qui voulaient voir cette scène d'amour. Je me disais, mais c'est pas possible. Sortez tous, s'il vous plaît. Et c'est vrai, on a commencé par là, par cette scène. Et c'était très difficile, très difficile. J'avais beaucoup d'appréhension, j'étais très pudique. Et je ne sais vraiment pas comment j'ai pu faire ça. Ça, c'est des scènes, on les réussit tout de suite ou jamais. Et on ne les refait pas. Donc, c'est les seules scènes qui me font peur dans le cinéma. Parce qu'il n'y a pas de seconde chance. Et s'il y a le moindre impair de qui que ce soit, c'est fini, ça ne se passera. Il n'y aura rien qui aura l'air juste. Ben là, on est resté à très peu, 5-6 techniciens sur le décor. Et c'était très émouvant parce que Valentina s'est déshabillée, a déshabillé Christian qui était tremblant, mais tremblant, son corps était secoué. Et quand elle lui a posé sa peau contre celle de Christian, j'ai vu que c'était presque la fin de la scène déjà. Une des choses qu'on avait travaillé avec Jean-Jacques, qui me disait surtout ne fais rien, parce que tu as travaillé déjà le personnage, donc tu es. Donc n'essaye pas de faire beaucoup plus. Donc je me suis laissée aller, je l'ai écouté, j'ai essayé d'être le plus vrai, le plus humble. J'avais tout à fait ce qu'il fallait pour faire la scène, donc j'ai dit à voix très basse, j'ai ce qu'il faut, merci, vous pouvez vous détendre. Et rien ne s'est passé, donc les caméras continuaient à tourner. Alors j'ai dit d'une voix un peu plus forte, thank you, it's over, thank you very much, we're done, thank you. Rien ne s'est passé. J'ai donc dit d'une voix très forte, alors merci beaucoup, c'est terminé, j'ai ce qu'il faut, on peut tout à fait s'arrêter là. Et rien ne s'est passé. Et puis, Valentina a levé son regard, elle a trouvé le mien, et elle m'a dit d'une voix très basse, elle m'a dit, mais alors, c'est terminé? Et je lui ai dit, oui, Valentina, ça fait déjà plusieurs minutes que c'est terminé, oui. Et Christian m'a regardé, c'était la fin de la scène. On était là et c'était tellement incroyable parce que moi, je me rappelle plus de ce que j'étais en train de faire parce que j'étais rentrée dans un état de transe. Je crois que je suis devenue cette fille tellement que j'étais emportée par l'émotion qu'elle a pu avoir. C'était un sentiment formidable. Enfin, vraiment, quelque chose de vrai. Des vrais. Il n'y avait pas... C'était pur, c'était vrai, c'était très touchant. Pour moi, c'était... Je n'oublierai jamais. Autre chose qui m'a beaucoup touché, j'avais un conseiller ecclésiastique, Padre Arpa. Et Padre Arpa était le grand ami de Fellini. Et le conseiller aussi de Fellini pour tout un tas de choses, même en dehors un petit peu de la vie monastique. C'était un homme d'une très grande culture qui connaissait très bien le cinéma. Et Padre Arpa était sur le tournage comme mon conseiller. Et figurez-vous qu'à la fois Valentina et Christian sont allés voir le Padre Arpa pour lui demander si c'était bien catholique de faire une scène comme celle-là. Et le Padre Arpa leur a dit « Mais mes enfants,
c'est la vie. Il n'y aurait pas de vie sans l'amour. Allez. Nous avons tous parcouru de grandes distances pour mettre fin à un conflit qui a compromis si gravement l'unité de notre Sainte Mère, l'Église. Si les bénédictins sont la bourgeoisie de l'Église, les légats du pape en sont la noblesse. Entrée solennelle de ce cortège pour cette rencontre entre la papauté et les franciscains, pour ce débat. Le Christ possédait-il, oui ou non, la robe qui le vêtait? Car si le Christ n'est pas possesseur de sa robe, qu'il l'a simplement empruntée et qu'il la redonnera à d'autres, eh bien ça veut dire que les biens du clergé ne sont pas au clergé, mais doivent être donnés à ceux qui l'ont prêté. Et les bénédictins défendent follement l'idée que le Christ était possesseur, il avait acheté. Et on sort des documents, quasiment les factures d'époque, en disant « Attends, il a acheté sa robe, le Christ ». Et les autres disent pas du tout, puisqu'on dit, alors à tel passage des évangiles, que cette robe qui lui avait été donnée, il la redonne. Là-dessous, il y a une affaire d'énormément de sous. C'est le même débat que celui qui nous agite toujours entre la tentation socialiste ou communiste et de mettre tous les biens en commun et de les partager égalitairement, ou au contraire de protéger ceux qui ont amassé les biens, et qui est le débat capitaliste. Bien, cher frère de l'ordre franciscain, la vraie question n'est pas de savoir si le Christ était pauvre, mais de savoir si l'Église devrait être pauvre. La grande peur des légats du pape, c'est que les thèses des franciscains débouchent sur de nouvelles hérésies. My little brother, Pénitencia agité. Pénitencia agité. Mais il fait partie des Dolciniens, c'est-à-dire qu'il est, lui, comme un ancien, quand je pourrais vous décrire ça, un ancien des groupes terroristes des années 60, qui se reconvertit. Et bon, c'est un idiot du village, comme il y avait beaucoup à l'époque. Hein. On n'avait pas la possibilité de... Ce que fait la société aujourd'hui, c'est qu'on l'isole. On n'en parle pas, on les décrit comme mentally challenged, c'est-à-dire qu'ils ont mais on ne dit pas la vérité, alors qu'à l'époque, l'idiot du village, il est intégré dans la société. Il a un boulot, il est l'assistant du célérier, bon, il ne parle pas très bien, etc., mais on l'aime, on l'adore, il a sa fonction. Donc lui, il représente ça, d'abord, une certaine réalité du Moyen-Âge, et il représente surtout le recyclage d'un terroriste de l'époque. Et alors, ces Dolciniens, c'est une hérésie formidable. Dolcino, qui était un ancien moine, avait bien lu les évangiles et il avait bien compris que Dieu disait qu'il fallait s'aimer les uns les autres. Donc, il fallait aimer toute la vie. Donc, il fallait aimer les femmes, les hommes, les animaux, et il le faisait. Il le faisait avec ses compagnons de route, ainsi qu'avec une belle rousse qui s'appelait, je crois, la belle Marguerite. Donc il était très généreux dans ses actes d'amour, et évidemment, il avait fait beaucoup d'adeptes, il était très, très pourchassé par les autorités de l'époque, et ces bandes qui se réclamaient de lui semaient la terreur parce qu'ils étaient d'une très, très grande violence, et évidemment d'une très grande liberté sexuelle. Or, il y avait un cri de ralliement de ce groupe de Dolciniens, c'était Pénitencia agité, qui était un mélange en catalan de justement plusieurs phrases en patois. Et c'est comme ça que le personnage de Guillaume de Baskerville perce à jour le passé de Salvator. Et ce Salvator, justement, baragouine toutes les langues parce que dans son hérésie, dans cette multinationale du terrorisme, si vous voulez, de l'époque, il a appris les patois de tous et il mélange ça dans une langue
qui ressemble au gros mollo de, vous savez, ce comique italien qui fait des pièces entières avec une langue inventée. Et c'est lui qui est à la source de Faux, il s'appelle Faux. J'avais pensé à lui d'ailleurs. J'avais pensé le prendre, mais finalement, il y avait beaucoup de spectacles à faire, etc. Il est très célèbre en Italie. Il fait des pièces entières. Alors, il dit tout à fait inventé. Et vous suivez la pièce en comprenant qui fait quoi. Il est tout seul sur scène, il fait 10 personnages et il parle une langue complètement inventée, avec une grammaire, une syntaxe, c'est ça. Alors, ce gros mollo est une chose qui avait beaucoup amusé Umberto Eco, et il l'a refait dans cette langue babélique du personnage de Salvatore. Quand l'inquisiteur arrive dans un monastère, tout le monde pense à sa tête d'abord, hein, je peux vous dire, parce que bon, l'inquisition est une administration policière au sein de la chrétienté qui est absolument affolante. Hein, les dominicains avaient mis en place un système, c'était spécialisé, si vous voulez, dans la police politique, dans la police de la pensée. Et au départ, en tant que gardien du temple, j'ai envie de dire, en tant que gardien de la foi. Mais évidemment, quand on se met à garder comme ça des idées et ne tolérer que ces idées-là, eh bien, la dérive est celle qu'a connue l'Inquisition. Et où il y avait un modèle à suivre et rien d'autre ne pouvait exister. Bernard Guy a réellement existé. Il fut même l'un des inquisiteurs les plus redoutés de tous les temps et l'auteur d'un fameux manuel de l'Inquisition qui servira de guide aux tortionnaires du monde entier et de toutes les époques. Bernard Guy sait très bien ce qu'il fait et pourquoi il le fait. L'Église est menacée par le cancer des hérésies. Il travaille en chirurgien, il ne soigne pas, il ampute. Sa plus célèbre formule restera « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Bernard, c'est aussi l'ennemi intime de Guillaume. Il y a bien des années, Guillaume faisait lui aussi partie de l'Inquisition et a dénoncé les excès de Bernard. Persiste depuis une haine tenace. Depuis des années, il attend le moment où il pourra prouver que Guillaume est un danger pour l'Église et qu'il a commis des erreurs en protégeant des hérétiques. Et donc, quand la police politique arrive, bien sûr que le pouvoir n'est plus entre les mains de personne, d'ailleurs, parce que vous avez quelqu'un qui arrive avec une garde armée et qui vous passe à la torture et vous envoie au bûcher. Moi, j'ai de la documentation sur les objets de l'Inquisition à la maison, c'est invraisemblable, ce qu'on a fait au nom de Dieu. Qu'on a pu concevoir et commander des machines. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Il y a même les bons de commande. Faites-nous 3 sabots. Alors, le subtil du sabot, c'est un truc tout simple. Hein. On vous écrase le pied avec une grosse vis, là. L'objet est assez bien fait, d'ailleurs. Mais vous avez quand même des gens qui ont fait des réunions pour savoir quel est le truc qui ferait le plus mal, par exemple. Et vous avez ces objets dans des musées qui sont photographiés soigneusement, d'ailleurs. Et puis, il y a des gens comme moi qui regardent ces photos en étant absolument horrifiés. Et le tout au nom de l'idée donc, qui va permettre à l'institution de perdurer et de faire régner son pouvoir. Le point névralgique de l'abbaye, c'est sa bibliothèque. Tout d'abord parce qu'il s'agit du lieu de travail des moines, copier et reproduire les ouvrages anciens. C'est grâce au monastère que les grands textes de l'Antiquité parvinrent jusqu'à nous. Les bibliothèques de l'époque n'avaient pas grand-chose à voir avec celles d'aujourd'hui. Les livres étant extrêmement rares, une grande bibliothèque comportait rarement plus d'1 millier d'ouvrages. Oui, alors là nous avons un des livres qui figurait dans les décors de la bibliothèque. Je ne suis pas fait partie de ces maniaques qui demandent que tout soit formidable dans le détail si c'est des choses que j'utilise de loin. Donc je fais 3 catégories d'objets, d'accessoires, de costumes, de figurants, etc. Ceux qui sont en très gros plan, alors là, qualité musée.
Très souvent, ce sont d'ailleurs des objets que j'obtiens qui sont d'une rareté extrême ou des reproductions qui coûtent des fortunes parce que ça va faire l'objet d'un très gros plan. Donc ça doit être magnifique. En second plan, je fais encore des choses très belles, mais qui ne vont pas être donc de la même qualité, donc pas du même prix. Et en arrière-plan, si je sais que je ne ferai jamais de plan serré sur ces endroits, au contraire, je n'ai pas d'hésitation à faire des choses qui font la blague et qui donnent une très bonne impression de loin, mais qui sont infilmables de près. Là, nous avons un livre de catégorie B. Ce n'est pas un livre de très gros plan, mais c'est un livre qui était placé en moyenne distance, c'est-à-dire qu'il n'était pas, par exemple, ce n'est pas un livre qui est compulsé par Sean Connery, mais c'est un livre qui était sur un lutrin derrière l'endroit où Sean Connery était en train de regarder les livres. Les reliures avaient été faites pour moitié à Paris, où nous avions trouvé un relieur très traditionnel, et en Italie, à Rome. Alors à l'intérieur, là, les pages ici sont en faux parchemin, parce que le parchemin coûte énormément d'argent, et que, par contre, ce livre était destiné à être ouvert de cette manière-là, présenté comme ceci, et là, j'ai un vrai parchemin, travaillé à l'ancienne, vous voyez, transparent, il croustille bien. Le dessin est de bonne facture, comme on dirait, mais sans avoir la splendeur qui m'autoriserait à un gros plan. C'est très joli dans cette valeur de cadre. Si vous analysez le détail, c'est très bien, mais ce n'est pas aussi somptueux que les pages que j'ai fait faire pour les gros plans. Je signale aux bibliophiles qu'il ne faut jamais ranger les livres verticalement, comme nous le faisons, mais évidemment à plat. Alors, ce n'est pas très commode, mais quand vous avez des parchemins, il ne faut surtout pas les mettre verticaux, parce qu'il faut au contraire les presser pour qu'ils restent plats. Sinon, la peau a tendance à faire des vagues, et comme vous le voyez, les livres deviennent très épais, parce que moi j'ai commis l'erreur de le mettre verticalement, et c'est pour ça qu'à l'époque, les livres avaient ces points, car vous pouvez les poser comme ça, et c'est pour ça que dans Le Nom de la Rose, toute la bibliothèque est disposée à l'ancienne avec les livres à plat. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des fermoirs d'ailleurs. Vous avez sans doute vu, souvent, il y a des gros fermoirs métalliques, c'est bien pour tenir les pages à plat comme ça. Enfin, les livres ne sont classés ni par sujet, ni par ordre alphabétique. L'intérêt, c'est qu'un novice devra faire appel au bibliothécaire pour pouvoir retrouver un ouvrage. Hanso et Guillaume manifestent dès leur arrivée le désir de pénétrer dans la bibliothèque interdite. Ils sont confrontés à Jorge. Ce n'est pas qu'un vieil aveugle aigri qui rejette tous les plaisirs qu'il ne peut avoir. En fait, il est la mémoire même de la bibliothèque, la conscience de l'abbaye. C'est lui qui en fut, il y a très longtemps, le bibliothécaire. Il a enrichi les lieux de nombreux ouvrages islamiques, mais aussi de textes antiques très rares, et il les a lus. Il a découvert qu'ils contredisaient les vérités de la Bible, et il a compris qu'il ne devait pas tomber entre n'importe quelle main. Évidemment, l'Église ne veut pas éduquer les masses, car elle sent bien que si elle éduque les masses, elle ne la contrôlera plus. Dites-vous bien qu'à l'époque, vous êtes brûlé si vous lisez les textes des savants arabes, ou que vous êtes brûlé si vous relisez les textes antiques. Impossible d'avoir accès à Hérodote, à Tite-Live, impossible. Ou bien vous faites partie des privilégiés, comme les gens de ces monastères, qui ont conservé, plus ou moins en secret d'ailleurs, les textes interdits. Car n'oubliez pas qu'à l'époque, on vous dit, la Bible dit tout ce qu'il faut savoir. Donc tous les autres livres qui redisent la même chose que la Bible sont inutiles, et ceux qui la contredisent sont malfaisants. Donc, brûlons tout ce qui n'est pas la Bible. La bibliothèque elle-même est organisée, construite même comme un labyrinthe au sein d'un donjon, afin de protéger le savoir qu'elle contient. Il faut bien passer par le suaire pour y pénétrer,
comme si c'étaient les morts qui veillaient sur la sécurité des ouvrages. Umberto a écrit, n'a décrit que ce qui lui était utile et qu'il n'a pas fait attention, qu'il décrivait bien que c'était dans une tour très haute et octogonale, alors que les pièces sont en très grand nombre et qu'on y accède sans escalier. Donc il y a quand même une contradiction et qui s'est aperçu donc au cours d'une conversation ensemble et qu'il nous a fallu recréer un labyrinthe en 3 dimensions et non pas un labyrinthe en 2 dimensions comme il l'avait fait lui-même. Car effectivement, la plupart des labyrinthes, j'avais acheté plein de livres sur les labyrinthes, c'est marrant, il y en a des très intéressants, c'est généralement soit des jardins, soit des murs où vous vous perdez sans retrouver l'issue. Mais les labyrinthes en 3 dimensions, finalement, j'en ai pas tellement d'exemples. C'est pour ça que nous avons réinventé ensemble, en commun, une nouvelle configuration du labyrinthe qu'il avait inventé à plat. Nous l'avons inventé en 3 dimensions, en s'inspirant des escaliers de Escher, de ces escaliers sans fin, et des prisons de Piranèse, où il y a ces antres-là, très romantiques d'ailleurs, qui avaient été peints dans des périodes postérieures. Et ce labyrinthe, issu de l'imagination de Piranèse, d'Escher, d'Eco et d'Anneau, il a fallu le construire. On a construit en vrai, c'est forcément du faux le décor, mais le décor était si haut qu'il n'y avait aucun plateau au monde qui pouvait l'accueillir. Donc on a construit autour de notre décor une structure métallique qui est restée très longtemps à Cinecittà, qui était une espèce de silo comme ça, tout en hauteur. Et alors, par contre, comme toutes les pièces étaient supposées se ressembler, par souci d'économie, nous n'avons fait que 3 pièces en décor, dans lesquelles nous changions les livres, la disposition des livres. Alors je ne vous dis pas le casse-tête pour les scripts, parce que la même journée, je tournais 3 scènes différentes dans le même décor, qui étaient supposées dans 3 décors différents. Donc les axes, les machins, c'était un casse-tête, mais hallucinant. C'est-à-dire du coup, je me souvenais plus, j'avais fait rentrer le Azzo par la gauche, si le fil allait à droite, enfin, on avait fait des croquis pour se souvenir. Ça, c'était un véritable casse-tête. Mais ça, si vous voulez, c'est le cinéma. Hein. Dans le cinéma, c'est l'art de la triche. Hein. Donc on est obligé de faire croire qu'un petit décor est grand, qu'un grand décor est petit, etc. Et là, qu'il y avait 1000 pièces alors qu'on n'en a fait construire que 3. Et que j'ai, effectivement, si vous voulez, comme les pièces étaient organisées, il y avait parfois un escalier qui montait, un escalier qui descendait, donc j'avais fait très attention. J'avais toujours une pièce qui communiquait à plat, et une autre qui descendait, une autre qui montait. Alors parfois il y avait 2 qui descendaient, 2 qui montaient, ou 3 qui descendaient, selon le cas, et selon l'endroit où je les filmais, effectivement, on ne voyait pas les autres escaliers. Donc tout ce qu'on ne voit pas au cinéma n'existe pas. Donc c'est d'ailleurs très amusant pour ça, le cinéma, c'est que ça suffit. Là, ça peut être une prairie, et de ce côté-là, une usine. Si ce que je vois, c'est un Porsche roman, c'est bon, ça raconte un Porsche roman. La réalité n'a pas de sens, sauf à l'intérieur du cadre. Le responsable de tous ces morts n'est finalement qu'un livre. Mais quel livre? Je veux voir ce qui est probablement le seul et unique exemplaire du second tome de la poétique d'Aristote. Tiens, profites-en, tu l'as bien mérité. Lis, feuillette ses secrets. La poétique d'Aristote est un de mes livres favoris. C'est un des livres fondamentaux pour comprendre les arts, et en particulier le théâtre et j'ai envie de dire le cinéma. Dans la poétique, tome 1, en appliquant les règles d'Aristote, vous pouvez tout à fait, dans la même scène, faire pleurer ou faire rire de la même situation. Mais alors là, évidemment, c'est là le doigté de savoir comment vous provoquez ou non l'identification avec le protagoniste à qui va arriver le malheur dont vous vous apitoierez ou dont vous rirez. Bon, tout ça est magnifique, et effectivement, en tête, il dit, dans ce livre, nous débattrons de la tragédie, dans le prochain, de la comédie. C'est les premières lignes. Et Umberto est parti de cette préface en se disant, bon, ben, je vais écrire, je vais raconter que ce livre a existé et qu'en fait, on l'a détruit car il allait contre l'idée de Dieu. Car on ne peut pas rire de Dieu.
À force de rire de tout, on finit par rire de Dieu. Et quand on rit de Dieu, on blasphème, donc on doit détruire ce livre. Voilà l'idée, si vous voulez, autour de ce livre perdu, ou de ce livre jamais écrit, on ne le sait pas. Aujourd'hui, on sait que la poétique n'était en fait pas un livre, mais un cours d'Aristote pour ses élèves. À sa mort, on publia nombre de textes du maître, mais ces notes furent dispersées, volées, cachées dans des caves, si bien que les spécialistes pensent aujourd'hui sérieusement qu'une partie du traité a disparu au cours du temps. En effet, Aristote promet au début de l'ouvrage qu'après avoir étudié dans une première partie la tragédie, il étudiera dans une seconde partie la comédie. De plus, certains catalogues du Moyen-Âge font état d'une poétique en 2 parties. Resterait alors un dernier mystère. Aristote parlait-il bien de la comédie dans ce second volume, ou comme d'autres le pensent, de la poésie? Qui gagne vraiment à la fin du nom de la rose? Jorge préférera brûler les livres plutôt que de prendre le risque de voir le savoir tomber entre de mauvaises mains, au risque de s'immoler avec eux, dans le film, et pour de vrai. Il n'y avait eu aucune mesure de sécurité qui avait été prise. Il n'y avait pas de système d'extraction, et le jour où on s'est mis à faire la scène d'incendie, j'arrive et je dis alors, mais est-ce que le plafond qui tombe, c'est tout bien prévu, comment ça? Ah, comment le plafond qui tombe? Je dis, oui, le plafond tombe là. Ah, mais comment? Tu l'as jamais dit? Oh putain, je prends mon storyboard, blablabla, je dis, ça c'est quoi? Ah, ma non c'è problème. Et voilà, tout le monde, j'entends bing, 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 on se met à travailler. On me dit, ça c'est prêt, c'est prêt, c'est prêt. Bon. Et là, la scène, c'était Sean Connery qui passait, on avait le feu, hein, Sean Connery passait, et puis Atso passait, et puis suivait l'aveugle avec son livre. Alors l'aveugle, on lui mettait ce pauvre monsieur Chaliapine, on lui mettait 2 verres de contact blanc, il n'y voyait que dalle, hein, lui. On lui disait un peu à gauche, monsieur Chaliapine, un peu plus loin. Bon, et je donne le moteur et je dis aux gars qui étaient supposés faire les effets spéciaux, je leur dis, le plafond, vous le faites tomber à mon coup de sifflet. Donc la commande, ce sera moteur, action pour Sean, après je dirais monsieur Chaliapine, ça c'est l'action pour le personnage de Jorge, et enfin le coup de sifflet très long, et vous ne déclenchez le système qu'à la fin de mon coup de sifflet. Bon, moteur, on allume tous les trucs, Sean Connery déjà passe trop près d'une des flammes et enflamme sa robe de bure. Bon, heureusement quelqu'un le récupère de l'autre côté, l'éteint. Puis je dis, allez-y monsieur Chaliapine, il rentre sur le décor et là le plafond tombe dessus. Le pauvre monsieur Chaliapine reçoit une poutre et il s'effondre. Ma femme, script, rentre sur le décor pour lui porter secours. Je l'engueule, je lui dis, le plan n'est pas fini. Elle me dit, mais c'est une vraie poutre qui lui est tombée dessus. Je lui dis, déconne pas, tu sais bien que c'est une poutre en balsa. Mais non, c'est pas une poutre en balsa. Là, du coup, je me précipite et je constate avec horreur que, n'ayant pas préparé le plafond qui s'effondre, le plafond est en vrai, c'est du bois que j'ai choisi moi-même, c'est de la charpente en chêne, et il y a une poutre de chêne qui vient de tomber sur la tête de M. Chaliapine. La caméra tourne toujours, parce que là je suis dans l'émotion, je n'ai toujours pas dit couper. Je lui dis, monsieur Chaliapine, ça va? Est-ce que ça va, monsieur Chaliapine? Il me dit, est-ce que le plan est bon? Mais je lui dis, attendez, monsieur Chaliapine, mais dites-moi, vous, mais moi, ça n'a pas d'importance, j'ai 82 ans, je peux mourir, est-ce que le plan est bien? Monsieur Chaliapine sauvé, il fallait encore s'échapper du labyrinthe. Il y avait tellement de fumée dans ce putain de décor que suffocation générale, d'autant plus c'était des fumées très acides, parce qu'on fait ces flammes, on les fait avec une espèce de colle, vous voyez, qui s'enflamme très bien. Et du coup, panique générale pour descendre, tenez-vous bien, dans le labyrinthe. Parce que le décor était lui aussi un labyrinthe. Donc nous voilà tous paumés, ne pouvant pas sortir dans ce putain de décor, avec les escaliers partout, et le truc qui commençait à s'enflammer là-haut.
là, ce jour-là, c'était une journée importante. Je mets donc j'avais 5 caméras. Je mets donc mes 5 caméras. Nous répandons les liquides, des tuyaux de gaz qu'il faut, etc., pour que le décor parte. Et là, je fais comme d'habitude dans ces cas-là, caméra 1 moteur, ça tourne, caméra 2, caméra 3, caméra 4. Avant de lancer l'incendie général, je revérifie. Je dis, est-ce que toutes les caméras tournent bien? Oui. Bon. Alors j'envoie. Le truc part en morceaux, ça flambe complètement, je détruis mon décor. Donc j'ai plus de décor. Je suis ébloui, émerveillé parce que ça a très bien brûlé. Donc j'ai eu mon brasier. Je passe près du camion caméra. Et j'entends en italien que les assistants disent « Qui c'est qui va lui dire ?» Et je comprends que la caméra 2, la 3 et la 4 n'ont pas été mises en route parce que l'assistant a eu peur d'aller, parce qu'il y avait déjà les amorces des flammes. Pas les flammes, mais il y avait des bouteilles de gaz. Évidemment, c'était un petit peu... Et il avait eu très peur. Et il était revenu en disant « j'ai déclenché les caméras ». En fait, il ne les avait pas déclenchées. Et donc, je me suis retrouvé avec mon décor brûlé et seulement 2 caméras qui avaient fonctionné. Et évidemment, les plus belles, les mieux placées, n'ont pas tourné. Je suis rentré dans le camion caméra, j'ai dit « alors là, je sais parler italien du coup, quand c'est comme ça ». Alors, il y en a un qui s'est effondré en larmes « mais j'ai eu peur, monsieur, signore, pardon ». Eh oui. Qu'est-ce que vous voulez dire après ? Il n'y avait plus de décor, c'est terminé. Alors ce qu'on a fait, par contre, on a grossi à l'intérieur des images, on a inversé, pas grossi, mais on a inversé certains plans pour donner l'illusion qu'il y avait plusieurs axes. Mais ça a été un micro-désastre, ça. Au final, le tournage du Nom de la Rose a permis de faire vivre à Jean-Jacques Hano tout ce qui l'avait intéressé dans le livre. Du suspense. Un soir, après le tournage, je n'avais pas eu le temps de tourner les gros plans de détail sur le livre principal que Sean Connery tourne en plan large. Quand je suis revenu le lendemain matin, ce manuscrit-là avait disparu. Eh bien, figurez-vous qu'il a fallu attendre 8 mois afin de refaire les pages et les gros plans. Je les ai tournés quelques jours avant la sortie du film, parce qu'il a fallu tout ce temps. Et en fait, ces pages nous avaient été subtilisées par un des personnages clés du film. Je les ai retrouvées, ces pages, accrochées à son mur, 2 ans plus tard. Jean-Jacques Hano avait aussi particulièrement apprécié l'humour du livre. J'ai eu toute une anecdote avec Sean Connery le premier jour que je vois arriver sur le plateau avec des sockets, des grosses chaussettes de laine avec ses sandales. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, c'est ta costumière qui m'a fait des sockets parce que j'ai froid aux pieds. Je lui dis, mais attends, les franciscains à l'époque, c'est tout leur combat, c'est d'être pieds nus comme les pauvres. Déjà, avoir des sandales, c'est déjà une tolérance. Normalement, c'est pieds nus. Les paysans à l'époque marchaient pieds nus, bien évidemment. Alors, je me souviens, Sean était extrêmement fâché. Il me dit, non, mais ce franciscain-là, il n'est pas comme les autres, il a des chaussettes. Je lui dis, non, attends, c'est un des penseurs de l'ordre franciscain, il ne va pas avoir des chaussettes. Qu'est-ce que c'était? D'abord, je dis que c'est cette connerie de Francesca qui te donne des chaussettes et elle ne m'en parle pas. C'est elle qui fait le costume maintenant et elle n'en parle pas au metteur en scène. Je vais la voir, elle me dit, ah, mais c'est pas moi, c'est monsieur Connery qui l'a demandé les chaussettes. Et je dis, alors toi, il te demanderait un chapeau haute forme, tu donnes un chapeau haute forme. Ça ne te dérange pas, parce que l'acteur te demande et alors, bon, à la crise. Finalement, on a accepté le compromis suivant. À chaque fois que je coupais le plan au-dessus de la robe, Sean avait des sockets et des moon boots. Et puis, quand il était en plan large, il avait les sandales et pas de socket. Sauf que quand j'ai fait la bande-son, j'avais un bruiteur en Allemagne qui me dit, je vous fais un exemple de mon travail, vous allez voir, je fais comme dans la réalité, moi, c'est incroyable, je suis le meilleur, etc. Donc, il fait la première bobine, et je vois Sean Connery qui rentre dans l'abbatiale, dans l'église, et j'entends « Mwix, mwix, mwix,
mouix, mouix. Je dis, c'est quoi ce bruit-là? C'est le bruit de sandales de franciscain en peau de chèvre? Il me dit, bah, c'est exactement comme l'original. Évidemment, l'original, ce jour-là, Shaun était coupé juste au-dessus de la robe et il avait mis ses boon boots. Donc le son de la sandale faisait un son de caoutchouc sur le marbre, sur le granit. Enfin, le film était placé sous les bons auspices de Dieu. Quand j'ai tourné le film, qui devait se passer donc en hiver, en Ligurie, c'est-à-dire dans le nord de l'Italie, Umberto décrit la neige. Donc moi, et bien entendu que j'ai toujours vu mon décor dans la neige, et on avait un budget pour la neige avec des camions citernes, avec de la mousse, etc., et du sel dans certains endroits, enfin, tout un tas de trucs. Au bout de 6 jours, mon producteur vient me voir, il me dit « Est-ce que tu es conscient que tu as entièrement bouffé ton budget de neige ?» Et j'étais, attendez, au tout début du tournage. Et je lui dis « Mais attends, on peut pas. » Ah, mais attends, tu sais très bien qu'on n'a pas un sou de plus, tu as bouffé ton budget, c'est fini. On devait tourner des semaines plus tard. Il faisait très beau, c'était à Rome. Ça. La veille du tournage, le temps se couvre, et j'arrive le lendemain matin, il y avait 40 cm de neige, à Rome. Le jour où c'était prévu pour tourner la scène. Quand même, le Vatican était contre moi, mais Dieu était avec moi tout de même. Je suis donc évidemment ivre de bonheur, sauf qu'il faut déchanter, personne n'apparaît sur le tournage. Les acteurs sont là, mais aucun technicien. Attendez, il neige à Rome, mais on ne va pas travailler un jour où il neige. Je ne sais pas, moi, c'est comme s'il y avait des icebergs sur la Seine. C'est tout le pays qui s'effondre. Personne ne sait comment faire pour marcher sur la neige, rouler sur la neige. Donc, je n'ai pas d'équipe. J'ai réussi à aller faire chercher un caméraman. On a ouvert les caisses caméras. On a réussi à faire quelques plans du monastère sous la neige. Figurez-vous que ces plans, je ne les ai pas montés parce qu'ils font faux. C'était absolument magique. Toute la campagne romaine prise dans la neige avec ce superbe décor dans la neige, c'était incroyable. Heureusement, le lendemain, la neige a un peu fondu et j'ai pu faire tous mes plans le lendemain avec la vraie neige envoyée par Dieu dans mon décor, les jours où c'était prévu. J'ai donc fait toute la fin, j'ai fait toute l'arrivée, tout ça avec de la vraie neige à Rome. Donc là, il y a eu, si vous voulez, c'est comme toujours, quand je dis qu'il y a des calamités qui arrivent toujours sur les tournages, il y a aussi des miracles, et celui-là, en est un absolu, il n'est plus jamais retombé de la neige à Rome depuis. Donc, je vous le précise. Et détail qui vous amusera peut-être, on en rit encore avec Umberto. Avec les sous du film, qui a quand même été un gros succès dans la plupart des pays du monde, il a pu s'acheter la moitié d'une Volvo de couleur orange que nous appelions la Langouste. Et c'était une Volvo d'occasion. Parce qu'au bout du compte, une fois qu'il avait payé les pourcentages des commissions et tout, voilà la totalité. Il n'a jamais reçu plus d'argent que ça. Et moi non plus, j'ai été payé des clopinettes sur les films. Qu'est-ce que je suis content de l'avoir fait.